Bonjour, donc dans cette vidéo, je vous propose l'analyse de l'action Alstom. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique, donc Alstom. Alstom est un leader mondial dans la fabrication d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Tout ce qui est matériel roulant, des services ferroviaires, incluant des systèmes de signalisation, d'information et de contrôle, et des infrastructures ferroviaires. Donc principalement focalisé sur tout ce qui est matériel roulant, hein, donc les locomotives, les wagons, enfin tout ce qui correspond vraiment au matériel qui va rouler. Ensuite, les services associés au matériel roulant, également tout ce qui est système de signalisation, d'information et de contrôle, donc la gestion des voies par exemple, et tout ce qui est système de gestion du trafic des voies, et également les infrastructures ferroviaires. Alors, la répartition du nombre d'employés, donc majoritairement en Europe, 44 350 employés. Ensuite vient à peu près de manière équipondérée la partie Asie-Pacifique, 13 000 employés, Amérique, 12 000 employés. Donc au total, on en a 74 000 et le reste des employés, plutôt le continent africain et Moyen-Orient. Donc un peu plus de 166 nationalités, 70 pays et 250 sites. Donc on parle bien d'un groupe mondial. Donc en termes de chiffre d'affaires, donc l'année fiscale est à cheval sur 2 années. Donc sur l'année fiscale 2021-22, on est à 15,5 milliards d'euros. Alors ce qui est aussi intéressant, puisqu'on est sur des investissements qui sont très lourds, c'est un peu comme l'aviation. Ce qu'on va regarder également au-delà du chiffre d'affaires, c'est le carnet de commandes, hein, puisque ce sont des contrats pluriannuels. Donc c'est toujours intéressant de regarder donc ce qu'on va appeler le backlog. C'est le carnet de commandes qui va assurer le chiffre d'affaires dans les prochaines années. Donc on peut voir que le ratio backlog sur chiffre d'affaires est de l'ordre de 6 ans. Donc on a une visibilité sur les 6 prochaines années. Donc c'est une société de technologie, hein, puisqu'on a sur les 74 000 employés, donc on va voir à peu près 25% d'ingénieurs. Ce qui est pas mal, avec 9 400 brevets. En termes de matériel roulant, c'est un peu plus de 150 000 véhicules en service et donc un partenariat avec un peu plus de 300 villes. Donc ça peut être effectivement des réseaux nationaux, ça peut être également des réseaux locaux de transport, donc que ce soit du train, des bus, voilà, des choses voilà, très, très locales. Alors, si on regarde l'activité du groupe, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais en gros, donc Alstom propose une gamme complète de solutions de mobilité, donc qui inclut les équipements et les services, y compris les systèmes intégrés en fait, les services de maintenance et également tout ce qui est infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitale. Donc effectivement, je parlais des bus, mais en fait, c'est pas vraiment les bus, c'est les systèmes urbains en fait sur rail voilà, qui sont très présents dans énormément de villes. Alors c'est une activité donc qui génère donc un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 milliards 07. Si on regarde sur les 12 derniers mois, donc en fait c'est globalement c'est un trimestre glissant puisqu'on a un update des données au 25 janvier 2023. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait les cours de l'action Alstom
ont été au plus bas sur les 12 derniers mois à 16 euros et au plus haut à 28 euros. Donc sur les 16 milliards, on a un EBITDA qui est relativement faible, 1 milliard, qui est néanmoins positif, ce qui est assez intéressant. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder le free cash flow, c'est-à-dire la capacité à l'entreprise à dégager un bénéfice net. Donc le free cash flow 359 millions avec une dette nette de 3 milliards. Donc si on regarde la dette nette par rapport à l'EBITDA, donc on a une dette de 3 fois l'EBITDA, ce qui est quand même relativement important, et de l'ordre de 10 fois en fait les free cash flow. Donc si la société ne s'endette pas davantage, donc et si elle consacre tout son free cash flow au remboursement de la dette, donc elle en a pour une dizaine d'années. Donc on peut dire que c'est une entreprise relativement endettée. Bon après c'est logique aussi, hein, on est sur l'infrastructure, on est sur donc la fabrication de trains, etc. C'est quelque chose qui consomme énormément de capitaux. Voilà, donc c'est pas étonnant. Si on regarde du côté de la marge, alors on a une marge brute qui est de l'ordre de 11%, ce qui est plutôt bien. Par contre, la marge nette est ici négative. Donc c'est un indicateur sur lequel il faut faire attention, notamment dans le temps. Donc il faut absolument que les entreprises aient quand même une capacité à générer une marge nette pour pouvoir dégager notamment des capacités, alors soit des capacités d'investissement ou de remboursement de la dette. Si on regarde les taux de croissance composés, donc sur la partie revenu, donc on voit que le revenu sur une année est en hausse de, euh, de 8%. Si on considère le trimestre en cours de 26%, donc ce qui est plutôt positif, hein, donc voilà, on peut dire que c'est une société plutôt en recovery ou en redressement. Donc si on regarde le revenu, en fait l'évolution du revenu sur 3 ans et sur 5 ans. Si on regarde donc les bénéfices nets par action sur un an, ils sont en croissance. Par contre, sur une année glissante, on voit que c'est en forte décroissance. Bon, ça me paraît un petit peu bizarre. Donc si on regarde de côté croissance du chiffre d'affaires et des éléments, donc par exemple, on voit que la dette continue à croître de 12% et l'EBITDA également de 12%. Donc c'est une société dont les dettes croient au même rythme que le chiffre d'affaires. Donc c'est une société qui a besoin d'avoir une meilleure gestion, notamment pour augmenter sa profitabilité, pour permettre de dégager suffisamment de rentabilité pour avoir notamment un remboursement de la dette, donc une baisse en fait ou une croissance de la dette qui serait beaucoup plus faible que la croissance par exemple de l'EBITDA. Ce qu'on peut regarder, donc on verra la partie dividende par la suite. Alors l'analyse graphique sur le long terme, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire que la pente est négative. Hein, donc si on regarde l'évolution du cours de l'action, on a un coefficient de corrélation de moins 0,27, donc un cours d'action relativement peu corrélé en fait à sa valeur théorique. Alors la valeur théorique peut être vue comme un point de repère. Par contre, c'est très rare en fait que l'action a un cours proche de son point théorique. C'est le cas actuellement, hein, puisque la valeur linéaire calculée sur les 20 dernières années est à 28,26 €, on est à 28,16 € au moment où je tourne la vidéo. Donc on est quasiment pile poil en fait à son cours. Donc on peut voir que c'est une activité relativement cyclique, hein, puisque on peut avoir une action qui dépasse les plus de écarts types, mais qui est capable également très rapidement d'aller quasiment au moins 2 écarts types. On était à plus un écart type en 2002.
Ensuite, on s'est retrouvé quasiment à moins 2 écarts types en 2004. Puis ensuite, en 2007-2008, on était à nouveau proche des 2 écarts types. Ensuite, on était quasiment à moins 1 écart type en 2011. Le cours est relativement resté constant de 2011 à 2016. Puis on a connu une hausse jusqu'à 1 écart type qui a touché, on va dire, son plus haut autour de l'année 2020. Ensuite, une très forte décroissance, donc sur l'année 2021-2022. Et on voit là un redressement en fait de l'action. Donc si elle est à nouveau repartie sur un cycle de hausse, on pourrait tout à fait revoir une action retourner au moins sur un écart type, hein, puisque c'est quelque chose qu'elle est capable de faire dans le temps. On va le retrouver 1, 2, 3, on va le retrouver quasiment 4 fois en fait sur les 20 dernières années. Donc on pourrait tout à fait retrouver en théorie en fait, si on se limite à un écart type, une évolution jusqu'aux 46 euros. Si on regarde maintenant une analyse graphique sur le moyen terme, donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On peut dire que l'action depuis le mois d'octobre 2022 est plutôt donc sur une pente ascendante. Alors j'aurais pu faire un couloir ou une, une oblique ascendante. On voit bien que l'action a démarré sur un plus bas autour des 16 euros pour aller sur un plus haut autour des 28 euros. Et puis on voit qu'elle a du mal à franchir en fait cette zone des 28 euros. Elle l'a tapé une première fois donc sur le mois de février. Ensuite, il y a eu un pullback. Et là, actuellement, on est début mars, elle retourne autour de son plus haut, autour du 28 février. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est non pas un retracement des Fibonacci, mais une prolongation des Fibonacci. Donc, je suis parti d'un point bas qui était à 16 euros. Je suis monté sur le premier point haut qui était de l'ordre de un peu en dessous des 26 euros. Ensuite, j'ai repris le premier retracement, donc la zone des 22,44 €. Et à partir de là, en fait, donc j'ai tout ce qui est prolongement de Fibonacci. Donc on peut voir qu'il y a différents niveaux. Il y a eu un premier niveau à 24,71. On voit qu'on a stagné dans ces eaux-là sur le début du mois de janvier 2023. Puis ensuite, on est monté sur une première zone de Fibonacci à 26,12. Donc on a tapé une première fois, on est redescendu et ensuite on a passé cette zone-là pour se retrouver en fait sur une zone qui est la zone des 27-26 qui a été franchie une première fois. Puis on est revenu en fait taper sur la zone des 27,26 pour aller sur la zone suivante de Fibonacci à 28,39. Ensuite, il y a eu un pullback à nouveau sur les 27-26, on est même allé en dessous. Donc c'est une zone qui a servi dans un premier temps de résistance, de support, puis ensuite de résistance donc sur la fin du mois de février. On est repassé légèrement en dessous, on a repassé la zone et puis là on est reparti en fait sur donc une nouvelle résistance qui n'a pas été franchie au mois de février, qu'on a retrouvé ici au mois de mars autour des 28 euros, 28,40 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels seraient les points d'entrée? Donc, si on regarde la valeur théorique sur la droite de régression de 28 euros, l'action est à son prix. On est actuellement à 28 euros. Donc, historiquement, on est sur le cours de l'action. Si on regarde sur le long terme, alors il y a à la fois un point entre guillemets négatif, c'est que la pente sur les 20 dernières années, la pente de l'action est négative. Donc sur les très longs termes, ce ne serait pas forcément une action dans laquelle j'investirais. Par contre, si on regarde un petit peu plus court terme, on voit qu'en fait l'action Alstom est capable d'aller au moins à plus un écart type, hein. Elle l'a fait en 2001, elle l'a fait donc en 2006,
Elle est allée même au-delà jusqu'en 2008. Ensuite, elle est retournée également quasiment à un écart type en 2020. Donc c'est une action qui est capable en fait d'aller sur un écart type. Si on garde un écart type, ça correspondrait à 46 euros. Si on regarde du côté plutôt court terme, bon, les 46 euros, on va peut-être pas les retrouver dans l'année, mais on pourrait tout à fait les retrouver à horizon de 3 ans, si la société est capable notamment de délivrer euh, son, euh, son carnet de commandes et également de peut-être au niveau de la gestion de son endettement et de sa rentabilité, si elle est capable d'améliorer ses ratios, on pourrait tout à fait retrouver cette zone des 45 euros. Toujours est-il que pour le moment, sur le très court terme, l'action évolue entre un minimum, donc on a identifié autour des 22 euros, un maximum autour des 28 euros, hein, donc là on serait plutôt en haut du canal. Donc sur le très court terme, je ne pense pas que ce soit peut-être le moment de rentrer actuellement. Éventuellement, il faudra attendre un petit retour sur le bas du canal ou au moins sur une zone de résistance représentée par les différentes couleurs sur la représentation de Fibonacci. Et puis si on est optimiste, on pourrait garder donc l'action sur un plus long terme avec un objectif de retour sur au moins un écart type, c'est-à-dire un objectif autour des 46 euros. Alors, en termes de dividendes, donc il y a eu un dividende exceptionnel en 2018, hein, c'est ce que je pense comprendre. On a néanmoins une société qui distribue un dividende de l'ordre de 0,25 euros. Voilà, donc on ne va pas forcément acheter l'action Alstom pour le dividende, hein, puisque si on fait le ratio entre 0,25 et 28, on est, si je ne me trompe pas, on est de l'ordre de 1% de rendement. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour l'action Alstom. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous êtes donc détenteur d'actions Wavestone, à indiquer si vous le souhaitez combien vous en avez, éventuellement votre prix de revient, votre cible, comment vous voyez un petit peu cette action. Ou éventuellement si vous avez d'autres actions similaires, donc dans le domaine du conseil, qui vous semble beaucoup plus approprié de détenir, notamment dans le cadre du PME, du PEA-PME. Je serais très intéressé d'avoir votre retour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.